Dans cet épisode de mes bricolos, je me suis dit plutôt que de faire un épisode bilan de la saison 5, puisque c'est à mon avis, je pense là vraiment honnêtement le dernier épisode de la saison 5, je me suis dit qu'il était peut-être plus intéressant que je partage avec vous mon expérience avec l'intelligence artificielle dans mon domaine professionnel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis designer produit, designer industriel, diplômé de l'ENSI Les Ateliers. Ça fait maintenant 20 ans que je suis installé à Marrakech au Maroc. On est dans mon studio design. Tous ces épisodes de mes bricolos sont enregistrés depuis en direct de mon studio design à Marrakech. Alors je fais du design d'espace, d'environnement, alors bien sûr du design de produits, je fais aussi de l'identité visuelle, du positionnement de marque, etc. Là je suis en train de travailler sur la signalétique de la plage Amalfna. Donc si vous voulez, ça montre un petit peu, voilà, on parle de studio créatif, de design global, voilà, ça nous permet de travailler. Je fais de la scénographie aussi sur différents champs et différents métiers du design. Et évidemment maintenant c'est inévitable, mais je pense que quand on est un studio de design ou même n'importe quel type d'entreprise, l'intégration de l'IA devient voilà, c'est même pas ça devient une évidence. Donc maintenant ça m'a permis aussi de tester l'IA, d'en tester plusieurs et puis de faire un retour d'expérience, parce que on peut dire que ça fait vraiment vraiment un an que j'intègre l'IA au quotidien dans mon activité professionnelle, et je me dis que ça peut être intéressant pour vous de comprendre un petit peu la façon dont je l'utilise. Alors j'ai utilisé bien évidemment OpenAI avec ChatGPT. Ça fait 6 mois un peu plus depuis le lancement de DeepSeek, je m'en sers pas mal, et c'est aussi très intéressant de comprendre la façon dont je m'en sers. Et puis là dernièrement Grok qui m'a impressionné. Donc je me dis voilà, dernier épisode de mes bricolos, c'est intéressant aussi de partager avec vous la façon dont j'ai intégré l'IA dans mon workflow. Ça peut vous donner des idées, vous pouvez avoir des avis, on peut en discuter dans les commentaires, les astuces, je sais pas, ça peut vous donner une façon d'envisager l'intelligence artificielle dans votre quotidien, surtout avec la rentrée de septembre, donc de préparer ça. Et puis je vous dirai un petit peu moi les différentes IA qui me paraissent les plus intéressantes et les plus les plus performantes dans le secteur, dans le domaine professionnel que j'exerce, à savoir le design. Voilà, donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Petit épisode tranquille, dernier épisode, il fait chaud à Marrakech. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 46 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h hors GMT depuis une année, on se retrouve pour discuter, commenter, papoter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Voilà, c'était notre rituel. Donc là c'était le dernier jingle de la saison 5. Généralement je reviens en septembre avec la keynote d'Apple, c'est ce qui lance la nouvelle saison. Mais je me suis dit, voilà, plutôt que de faire le bilan de la saison 5, je me suis dit, autant partager mon expérience, parce que je trouve intéressant aussi de temps en temps de faire un épisode de mes bricolos où je vous parle un peu de mon activité professionnelle et je vous parle un petit peu de mon expérience avec les différents outils que j'utilise. Je trouve ça intéressant de partager cette connaissance. Donc là, on est sur mon site internet, vous avez le lien qui est affiché justement en haut, mais là vous l'avez devant vous, si vous voulez aller le consulter directement. Alors évidemment la temporalité des projets de design étant quand même assez important. Quand on fait du design graphique, c'est vrai que cette temporalité est un peu plus courte. Quand on fait de la photo, quand on est dans d'autres métiers créatifs, ça peut être vraiment très court, mais si on fait de l'architecture ou du design, c'est souvent plusieurs années quoi. Moi je travaille sur des projets actuellement, il y en a un qui va être lancé en octobre, je pourrais vous en parler, mais qui va débuter, qui va être lancé en octobre. Il y en a un, je l'ai commencé il y a un an, il va se terminer peut-être l'année prochaine. Je veux dire, le Amalfna, ça a commencé en 2019, vous imaginez. Alors j'en parle ici puisque on a fait tout ce travail d'étude, d'analyse, ce qu'on appelle l'étude d'impact justement. Donc c'est un projet qui a duré très longtemps, et là on est passé dans la phase de formalisation, et donc là actuellement je travaille sur la signalétique de la plage Amalfna. Donc juste pour vous expliquer un petit peu tout
ça. Et ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, dans ces épisodes de mes bricolos, je vous parle aussi des outils que j'utilise. Par exemple, dans la 3D, j'utilise Rhinoceros 3D. Rhino 8, d'ailleurs, est absolument incroyable pour la modélisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de mon côté, c'est incroyable. J'ai trouvé l'évolution entre la version 6, 7, 8 de Rhinoceros absolument stupéfiante. Et là, aujourd'hui, la version 8, elle m'impressionne à chaque fois. Enfin, c'est un outil qui se développe très très bien et qui est, quand on fait du design et qu'on fait de la modélisation, qui est parfaitement adapté pour les métiers comme le nôtre, quoi. Quand on fait du design de produits espace, Rhinoceros, c'est impressionnant. Donc, par exemple, voilà, je vous parle de Rhino, mais je pourrais parler de plein de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que j'utilise beaucoup l'IA, alors pas uniquement pour répondre à des mails, il y a aussi tout l'aspect propriété intellectuelle, c'est-à-dire que et négociation de contrats, je trouve que c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est très intéressant, notamment avec, si vous voulez, ChatGPT. Vous avez différentes versions de ChatGPT qui vous permettent différents types d'interactivité, enfin différents types de dialogues avec cette intelligence artificielle. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres, mais si par exemple vous allez sur ChatGPT 4o et que vous allez sur le Deep Search, ce qui permet de faire des recherches approfondies, alors généralement cette intelligence artificielle prend plus de temps pour donner la réponse, c'est vrai que c'est très intéressant quand vous êtes par exemple dans des questions de négociation de contrat, de propriété intellectuelle, ce que ça représente, de coût d'une prestation, c'est assez impressionnant, ça peut vous donner des pistes de réflexion. Et c'est vrai que avec ma sœur, qui est donc la personne dans le studio de design qui s'occupe le plus, enfin qui est la personne qui s'occupe justement de tout cet aspect autour c'est la manager, donc toutes ces considérations autour de contrats, négociations, stratégie, etc. C'est plus son domaine, c'est elle qui travaille là-dessus, c'est elle qui vraiment développe cette réflexion-là. C'est son expertise qui est privilégiée. Et c'est vrai que l'IA lui permet d'avoir une base de référence. En aucun cas ça vient remplacer le travail d'un juriste spécialisé en protection intellectuelle ou ce genre de choses, mais en tout cas ça permet d'avoir des pistes de réflexion, et comme elle a des notions en droit des sociétés, c'est vrai que ça lui permet de pouvoir avoir une compréhension plus rapide. Et c'est vrai qu'on en parle peu, mais je conseille souvent, enfin je peux vous conseiller, pour ceux qui ont besoin d'être sensibilisés à ces questions autour de propriété intellectuelle, du droit, de ces questions de contrat, négociation de contrat. C'est vrai que l'IA se prête particulièrement bien à ce genre de choses. Maintenant, dans la phase de conception et de réflexion, design et d'idéation, alors moi, je n'utilise absolument pas l'IA pour la génération d'images. Pas du tout, mais jamais. C'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, ce sont soit des photos de réalisation qui ont été faites et que voilà, je prends en photo directement, soit c'est de la 3D modélisée sur Rhino, puis après avec V-Ray et 3ds Max en moteur de rendu, je veux dire V-Ray. Donc voilà, on est vraiment... Parce que je trouve que l'IA est totalement imprécise, elle fait des choses... Ça a plutôt tendance à me frustrer qu'autre chose, si vous voulez, en génération d'images, l'IA. Mais je ne fais pas que ça, je fais aussi ce qu'on appelle du design numérique. J'aime bien coder, les gens ne le savent pas forcément, mais le code, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et notamment, si vous allez sur mon site internet, vous allez voir le projet NES Radio, le projet Design Maroc. Et ce sont des plateformes que je mets en place pour la réflexion autour, par exemple, de partager la connaissance autour des métiers du design. D'ailleurs, dernièrement, si vous allez sur designmaroc.com, vous allez voir, on a refait un petit peu l'identité visuelle de Design Maroc. On a travaillé sur une nouvelle plateforme. Donc ça, c'est autour justement de partager cette passion du design. Comme je fais par exemple ces épisodes de mes bricolos, j'ai aussi un espèce de blog qui me permet de partager différents projets de personnes qui exercent ce métier et qui viennent un petit peu du Maghreb, de l'Afrique, voilà, ou de cette diaspora. Donc
voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc par exemple, j'ai développé Design Maroc, mais j'ai aussi développé NES Radio, qui est une plateforme autour du partage de ma passion de la musique. On est deux dans ce projet, c'est Omar Wari et moi-même. On a développé en 2008 ce projet de NES Radio autour de la radio numérique, la question de la radio numérique. Donc on était vraiment sur un projet de design numérique. Maintenant, ça fait quelques années, ça fait bien longtemps que ça existe. On a pu tester beaucoup de choses, on a pu développer beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui nous accompagnent, des sélecteurs, des DJ, etc., qui participent, qui ont leur émission sur NES Radio. C'est une radio 100% numérique, elle n'est pas du tout FM. Il n'y a aucune pub qui est diffusée sur la radio. On ne génère absolument aucun bénéfice sur cette radio. Notre idée, c'est simplement de partager notre passion pour la musique et de s'associer à des événements qui ont un peu cette même vision. NES en arabe, ça veut dire les gens, pour vous donner une idée. Et je code absolument tout sur cette plateforme. Alors à la fois le front-end, ce que vous voyez, le site internet que vous voyez, mais aussi toute la partie back-end qui est le système d'automatisation du flux avec les émissions, la prise de direct, la playlist aléatoire qui est générée, etc. Et si vous regardez en bas, en fait, on explique dans le texte, alors vous ne le verrez peut-être pas trop, mais j'explique dans ce texte en anglais que l'objectif, c'est de se servir des différentes technologies qui sont mises à disposition pour créer une plateforme qui vient, une plateforme donc numérique, synthétique, qui vient proposer une sélection musicale, mais cette plateforme numérique, elle est au service, donc tout ce système-là est au service d'individus, de personnes physiques, et pas d'une intelligence artificielle qui proposent leur vision, leur passion de la musique, qui proposent leur sélection. Et c'était vraiment ça qu'on voulait, c'est-à-dire s'éloigner complètement de Deezer. Avec Omar, c'était un peu notre vision, c'est s'éloigner complètement de Deezer, Spotify, Apple Music, et que ce soit pas quelque chose qui vient vous proposer de la musique en fonction de ce que vous avez écouté, mais plutôt des DJ, des animateurs, des sélecteurs qui sont là, qui ont une vraie culture musicale et qui viennent partager avec vous leur passion. Alors il y a des fois vous allez tomber sur des musiques qui ne vous plaisent peut-être pas forcément, mais au moins vous allez découvrir de nouvelles choses, et c'est vraiment mettre en avant ce savoir-faire humain dans la sélection musicale et la combinaison de ces différents morceaux. Donc nous, c'était vraiment notre vision qu'on voulait porter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle résonne de plus en plus à travers... il y a le retour du vinyle, il y a plein de choses comme ça qui reviennent, et on se rend compte qu'on s'éloigne de plus en plus des plateformes qui sont dans lequel l'intelligence artificielle prend le dessus, et on s'oriente de plus en plus vers justement cette expérience humaine de la sélection musicale. Mais c'est vrai qu'en développant cette plateforme, il y a plein de choses qu'on doit mettre en place. On travaille avec des serveurs dédiés qu'on doit configurer, avec différents langages de code pour différentes fonctions. Il y a du Liquid Soap, il y a du PHP, il y a du MySQL. Enfin, c'est assez vaste l'expertise que ça demande. Et moi, je sais coder dans différents langages, mais pas tous. Et c'est là où arrive justement l'intelligence artificielle qui m'a vraiment permis de faire un pas en avant dans justement le développement de mon système, parce que j'ai pu dialoguer avec cette IA, lui parler de bugs que j'avais pour essayer de les résoudre, de lui parler un petit peu de certaines choses que je voulais faire. Elle m'expliquait en analysant mes lignes de code ce que je pouvais améliorer, comment je pouvais optimiser. Et c'est là où j'ai pu tester en profondeur l'intelligence artificielle aussi dans mon métier. Et je voulais vous parler aussi de cette expérience parce que c'est pas anodin, c'est très intéressant de voir à quel point cette intelligence artificielle peut vous accompagner, et aussi les limites, parce qu'en fait ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de travailler sur ChatGPT O4 Mini, qui est vraiment plus dédié au code. J'ai beaucoup travaillé avec DeepSeek, j'étais très impressionné par DeepSeek. Je trouve que DeepSeek, si vous faites du code, est vraiment très très intéressante. Elle explique énormément de choses et elle trouve des solutions que les autres IA ne trouvent pas, bizarrement. Et j'ai été aussi très impressionné par Grok,
qui lui est très descriptif. C'est-à-dire, on va dire que par exemple, OpenAI, ChatGPT va aller droit au but, va simplifier, va essayer de vous trouver une solution la plus directe possible et la plus simple possible. Vraiment, c'est-à-dire on se rend compte qu'elle n'essaye pas de trouver de répondre à votre demande de façon à aller dans le détail des choses. Elle essaye de simplifier au maximum. DeepSeek, alors là c'est impressionnant parce que en plus de ça, il vous fait des schémas, vous explique, vous donne les différentes fonctionnalités, vous propose différents codes. Et Grok, c'est bien pire encore. Enfin, quand je dis c'est pire, c'est bien mieux encore. C'est-à-dire que là, les dernières versions de Grok, on arrive avec des explications détaillées. Alors, on a moins de schémas, mais on a des explications détaillées. Comment optimiser, comment travailler son code, comment faire avec différentes propositions, etc. Je me suis retrouvé à utiliser beaucoup plus DeepSeek que les autres plateformes pour développer mon système et pour mettre en place Nest Radio. Là, j'ai beaucoup travaillé dernièrement dessus, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que l'IA, ça vous permet de formaliser vos idées. Donc, il y a tout cet aspect d'accompagnement autour de la propriété intellectuelle, de la compréhension justement des différents enjeux, on va dire, de l'aspect managérial du design et stratégie du design. Mais dans la formalisation, c'est vrai que si vous faites du code, si vous avez des choses à développer avec l'outil informatique, ces IA fonctionnent très très bien. Maintenant, pour ce qui est, on va dire, plus du projet, c'est ce que je vous explique de la formalisation. Moi, j'ai surtout utilisé l'IA dans les phases d'idéation, c'est-à-dire les premières phases de conception, ce que j'appelle, si vous allez sur mon site internet, ce que j'appelle, si vous allez dans processus, ce que j'appelle la phase du cahier d'idées, hein, on appelle ça le cahier d'idées avec ma sœur, c'est la phase de réflexion. Et c'est vrai que les dernières IA, dont notamment le ChatGPT 4o avec la fonction Deep Search, est vraiment très intéressante parce qu'elle vous permet d'aller loin dans l'analyse. C'est-à-dire quand vous avez besoin d'avoir des informations, de consulter des choses, énormément de documents. Quand vous avez beaucoup de documents, vous créez un projet dans lequel vous mettez tous les documents que vous avez consultés et que vous voulez consulter. Elle vous permet de retrouver les éléments qui font partie de des différents dossiers, de les combiner, de vous expliquer des choses. Par exemple, sur la question des normes, sur la question de certains matériaux. C'est vrai que quand on doit avoir une réflexion sur quels matériaux utiliser, elle peut être force de proposition. Donc, ça n'est pas autant dans le dessin, dans la conception. Alors là, pas du tout. Je m'en suis jamais servi. Et j'ai essayé quelques fois, mais ça a plutôt tendance à me frustrer parce qu'elle va chercher à combiner. Donc, elle n'est pas du tout dans l'extrapolation et la conception. Mais par contre, dans la phase de recherche et d'analyse et dans la phase d'exécution, ce que j'appelle le cahier d'exécution, c'est-à-dire là où on rentre plus dans, je vous dis, les plans techniques, fabrication, coûts de fabrication, outillage et matériaux, j'ai trouvé que l'IA était très très performante. Maintenant, il y a une chose, c'est que je me suis aussi rendu compte qu'elle a tendance à tourner en rond parce que comme elle cherche toujours à vous donner une réponse et à essayer de vous donner une réponse une bonne réponse, elle va jamais vous dire là j'ai pas forcément les éléments, là je vois pas de quoi tu parles, j'en sais rien, mais en tout cas elle va pas vous dire qu'elle a du mal à trouver l'info. Elle va toujours essayer de vous donner une information, même si cette information elle est fausse. Et ça m'est arrivé notamment avec Nest Radio quand j'ai voulu développer ce système en utilisant le code Liquid Soap. Je me suis rendu compte que des fois, comme elle voulait absolument me donner une réponse, elle me sortait des lignes de code qui étaient complètement fausses, qui ne pouvaient pas fonctionner en l'état, et notamment ChatGPT. Un peu moins DeepSeek, pas du tout. Alors à Grok, c'est assez impressionnant, mais je veux dire, elle avait tendance à forcer quelque chose en disant voilà, tu fais ça, tu vas voir, ça va marcher, alors que ça marchait pas du tout et ça ne pouvait pas marcher. Et je me rends compte que des fois, on pouvait rentrer dans une boucle qui était assez frustrante, où on a l'impression de régler un problème, mais en fait, on en ajoute d'autres parce qu'elle s'obstine à vouloir vous donner une réponse. Voilà. Et c'était ça le gros problème que j'ai eu avec l'IA, en règle générale, que ce soit dans les différents domaines dont je vous ai parlé, c'est que comme elle cherche toujours à vous donner une réponse, même si elle sait, alors je ne sais pas si elle sait, mais même si la réponse n'est pas toujours juste, elle va quand même essayer de vous donner une réponse.
Et ça peut être très problématique. Donc c'est là où il faut vraiment avoir une expertise, parce qu'il y a des fois, moi j'ai vu sur des matériaux qu'elle a pu me proposer ou sur des lignes de code qu'elle a pu me suggérer, je lui dis mais attends, t'es sûr? Parce que là j'ai l'impression que ton code ne peut pas fonctionner, parce que ah oui effectivement ce code ne peut pas fonctionner, et puis elle vous ressort quelque chose d'autre qui n'est pas forcément plus juste. Alors je sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est très intéressant c'est très intéressant en termes de situation un petit peu ubuesque dans laquelle on peut se trouver avec l'intelligence artificielle, et dans laquelle je me suis trouvé cette année à plusieurs reprises. Donc il y a une chose et qui va me permettre de conclure justement cette année de l'intelligence artificielle, c'est que effectivement il y a un article qui est sorti là, il y a un petit paquet d'années sur lesquelles j'étais, enfin je crois que c'était l'année dernière, ouais, septembre 2024, donc ça fait pile poil un an. L'intelligence artificielle se transforme doucement en monstre consanguin complètement débile. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que on se rend compte que, alors elle est très utile, elle fonctionne très bien, mais ce qui se passe, c'est que comme elle a tendance à tourner en rond et à s'auto-alimenter, parce que les données humaines commencent à être limitées, donc on a des données synthétiques qui sont générées par l'IA, qui sont proposées à l'IA. Donc il y a une espèce de consanguinité qui est en train de se mettre en place, parce que c'est une machine qui dévore énormément de données. Il y a une consanguinité qui est en train de se développer avec l'IA, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très très intéressant, qui fait que l'IA devient de plus en plus débile. Et notamment il y a quelque chose qu'on remarque, c'est que dans les générations d'images, les images sont de plus en plus jaunes. On ne sait pas pourquoi, mais elles sont de plus en plus jaunes, parce qu'en fait il y a une consanguinité qui fait que l'image a tendance à être jaune. Donc maintenant on crée des IA qui viennent corriger le jaune de l'IA. Enfin, il y a quelque chose qui est assez déroutant. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi dans mon expérience de l'IA ces derniers temps, alors en tout cas sur une année, c'est que des fois, on se rend compte que son obstination à vouloir vous donner une réponse, et le fait qu'il y a des domaines d'expertise dans lesquels elle n'a pas forcément suffisamment de données, ou que ces données sont des données synthétiques qui ont été générées par l'IA, on se rend compte que elle devient de plus en plus bête, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai essayé de trouver un mot, c'est une espèce d'abrutissement. C'est vraiment le fait de la consanguinité, quoi. On repère ça un petit peu, c'est rigolo, parce que là, ce sont des données, mais on a ce sentiment-là. Des fois, elle sort des réponses qui n'ont rien à voir. Des fois, elle génère des images qui sont totalement aberrantes. Il y a quelque chose qui est assez stupéfiant, et cette dégénérescence est de plus en plus visible. Alors moi j'ai pu l'expérimenter à quelques reprises, mais pas énormément, mais j'ai pu faire cette expérience en tout cas de la boucle fermée de l'IA, dans lequel, comme elle cherche à vous donner une réponse, elle s'enferme dans la volonté de vous donner une réponse, et au fur et à mesure, elle donne des réponses qui sont complètement déconnectées, qui n'ont plus rien à voir avec la question initiale. Voilà, donc c'était un peu mon expérience sur une année avec l'intelligence artificielle. J'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, parce que je trouve assez intéressant de parler de ça, notamment parce que l'IA, elle n'est pas prête de s'arrêter, elle va être de plus en plus présente dans notre quotidien, et elle est déjà très présente. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'utilisez? Moi je vous dis, je m'en sers plutôt pas mal avec Mia, notamment sur les questions de la stratégie, de la communication et du si vous voulez, de contrat et négociation. Enfin, je veux dire, voilà, tous ces aspects qui sont un petit peu des aspects dont on parle peu. Moi, je m'en sers pas du tout pour ce qui est du dessin, de la réflexion et de la formalisation. Mais par contre, pour ce qui est de l'analyse et de la recherche, je m'en sers beaucoup. Et après, pour ce qui est de la réflexion autour de la fabrication, matériaux, techniques de fabrication, outillage, je m'en sers aussi beaucoup, ce qui me permet d'avoir une discussion plus directe avec les différents fournisseurs avec lesquels je travaille. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode de Mes Bricolos, et puis passez de bonnes vacances, et je vous propose qu'on se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de Mes Bricolos. Voilà, donc passez de très belles vacances, et puis on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques ou des avis vis-à-vis de ça, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine saison de Mes Bricolos. Pslama à tous, bye.